Ousseynou Diop, condamné à 45 jours de prison ferme, une amende de 56 000 francs CFA et une suspension du permis de conduire pour 1 an. L'avocat du taximan n'exclut pas d'interjeter appel sur la requalification des faits en violence et en voie de fait. Le délibéré sur l'affaire Ousseynou Diop a été rendu ce matin. Aminata Mbarisso au reportage. Ousseynou Diop reste en prison. Le tribunal des flagrants délits de Dakar le condamne à 45 jours d'emprisonnement ferme. Placé sous mandat de dépôt le 14 août 2015, le taximan va encore passer 3 semaines à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Le tribunal a disqualifié les 10 faits en violence et voie de fait contre l'État. Et l'a condamné en conséquence, après l'avoir déclaré coupable, à la peine de 45 jours d'emprisonnement. Donc si l'on tient compte du fait qu'il est sous mandat de dépôt depuis le 14 août, il lui restera peut-être la dernière semaine du mois de septembre pour sortir de prison, certainement après la Tabaski. Reconnu coupable de violence et voie de fait de circulation hors itinéraire, Ousseynou Diop devrait également payer une amende de 56 000 francs CFA assortie d'une suspension de son permis de conduire pour 1 an. Ils ont retenu le délit de violence et de voie de fait contre l'État, ce qui me pose problème, parce que l'État c'est une personne morale et des violences contre une personne morale, évidemment, comme c'est des bons magistrats, je pense qu'ils auront le loisir d'argumenter dans leurs attendus, de développer et de nous montrer par quel mécanisme psychologique, intellectuel ils sont passés pour aboutir à une telle décision. Les chefs d'inculpation ont été disqualifiés en violence et voie de fait et circulation hors itinéraire. Ousseynou Diop, c'est ce chauffeur de taxi qui avait emprunté la passerelle piétonne du pont situé à Cambérène. Les faits remontent à la date du 9 août 2015. Aminata Mbarisso, affaire Thione Ballago Seck, la chambre d'accusation renvoie le délibéré au 17 septembre prochain. Les avocats du leader du Ramadan devront attendre encore pour que la chambre d'accusation se penche sur leur requête aux fins d'annulation de la procédure pour violation des droits de la défense en prison depuis près de 2 mois. Thione Ballago Seck est poursuivi pour association de malfaiteurs, falsification, contrefaçon, blanchiment de capitaux, entre autres. Et puis, reprise du procès de Hissène Habré. Lundi prochain, l'association des victimes du crime contre Hissène Habré dénonce le refus de l'ancien président tchadien de comparaître face à la presse. L'association a salué la commission d'office d'enquête pour Habré. C'est un reportage de El Hassan Ba. 6 Tchadiens et un Sénégalais autour de la table. Clément Aboy Fouta et ses camarades se disent victimes du régime de Hissène Habré. Le président de l'association des victimes de crimes contre Hissène Habré dénonce le refus de l'ancien président du Tchad de comparaître. Le contraste entre leur courage et la lâcheté d'Hissène Habré est à nos yeux une leçon pour l'histoire. Les gesticulations ne nous préoccupent pas et ne nous font pas peur. Son refus de coopérer n'est qu'une fuite en avant. Indigne, il a été pendant 8 ans lorsqu'il laissait des centaines de personnes, je veux dire des Tchadiens, des Tchadiennes, mourir en détention. Indigne, il est toujours quand il n'ose pas nous regarder dans les yeux. Tour à tour, ils ont fait des témoignages émouvants de leur calvaire. Clément Aboy Fouta met en garde. Nous ne céderons jamais, même pas un seul iota, face aux menaces, d'où qu'elles viennent. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par qui que ce soit, parce que nous sommes en position de vouloir que la vérité éclate. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant qu'Habré régnait comme un dieu? Ce que les victimes attendent en fait, c'est qu'il ait le respect et la dignité de répondre des allégations. Une plainte contre Idriss Déby a été déposée ce mercredi devant les chambres africaines extraordinaires. Selon l'AVCRHH, l'ouverture d'une nouvelle enquête n'est plus possible. La chambre d'instruction a été dissoute.
Les informations selon lesquelles cette plainte déclencherait des enquêtes nouvelles sont nécessairement fausses. Pour toute information sur le traitement des plaintes, il va falloir que vous référez aux chambres africaines extraordinaires. Le procès de l'ancien président tchadien reprend le lundi prochain. Des avocats ont été commis d'office pour Hissène Habré, un acte salué par l'association, non sans rappeler qu'une centaine de victimes sont attendues à Dakar. Alassane Ba, concernant cette plainte contre Idriss Déby, le Forum du justiciable demande l'ouverture d'une procédure judiciaire contre l'actuel président du Tchad, Babacar Ba, répond en même temps l'association des victimes de crimes contre Hissène Habré et estime que même si la procédure est close, la plainte vise la personne d'Idriss Déby. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba. Il y a une plainte qui a été déposée au niveau des chambres africaines extraordinaires et une plainte qui a été aussi acceptée par les chambres africaines extraordinaires. Donc une plainte contre Idriss Déby pour crime de torture, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de génocide. Nous demandons aux chambres africaines quand même d'essayer d'ouvrir une information judiciaire sur le cas d'Idriss Déby. Parce qu'en fait, on l'a toujours dit. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas réprimer quand même les crimes qui ont été commis au Tchad de 1982 à 1990 sans que Idriss Déby nous soit entendu. L'on nous a toujours dit que voilà, on ne pouvait pas poursuivre Idriss Déby parce qu'il n'y avait aucune plainte contre Déby. Maintenant, il y a des victimes qui ont porté plainte contre Idriss Déby, donc nous pensons que les chambres africaines n'ont plus d'excuses, d'autant plus que la plainte est là et les chambres africaines aussi ont accepté cette plainte-là. Donc je pense qu'aujourd'hui quand même, ce qu'il y ait logique, si nous ne voulons pas une justice pénale qui est sélective, il faudrait qu'une information judiciaire soit vraiment ouverte à la personne d'Idriss Déby. Je pense que en fait, les gens qui avancent cet argument-là, que l'instruction est bouclée et qu'actuellement la plainte sera déclarée irrecevable, certainement c'est des gens qui ne connaissent pas le droit. Parce qu'aujourd'hui, le droit, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la saisine in personam et la saisine in rem. Actuellement, la plainte qui a été déposée, c'est une plainte qu'on peut qualifier comme une saisine in persona. Cap sur Matam pour parler de la manifestation des jeunes de Ourossogui. Un an après les émeutes dans l'affaire de la salle des fêtes, ils étaient à nouveau dans la rue pour s'opposer cette fois-ci contre l'affectation de 50 hectares de terre à un privé matamois. Ali Bandelnian. Non contents de la gestion de la nouvelle équipe municipale, des jeunes de Ourossogui sont descendus dans la rue. En bisbille avec le maire socialiste depuis les événements de la salle de fête de l'an dernier, ces jeunes s'opposent contre l'attribution de 50 hectares de terre affectés à un privé pour la réalisation d'un projet d'énergie solaire, entre autres revendications. Il y aura l'impact environnemental, il y aura l'impact économique. On a besoin de savoir ces impacts-là, parce que nous sommes dans une organisation qui est la commune de Ourossogui. On a besoin de savoir aussi les retombées de la commune de Ourossogui. On ne peut pas attribuer un projet de 50 hectares, plusieurs milliards, qu'on ne sait pas les retombées de la commune de Ourossogui. Ça nous pose problème. L'autre problème, c'est qu'on nous a attribué des denrées alimentaires de première nécessité pour les nécessités. Mais apparemment, les chefs de quartier, ils ont utilisé leur grade pour distribuer ça à leurs militants, alors que ces gens-là ne sont pas dans la nécessité. L'autre aspect, c'est au niveau de dispensaire. Dispensaire construit, équipé. Aujourd'hui, nous constatons que ce dispensaire-là n'est pas ouvert. Quel est l'handicap? Qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe au niveau de la mairie de Ourossogui. Les fonds de dotation qu'on a mis à la disposition de la mairie pour la commune, on ne connaît pas la distribution. Les libellés établis par l'État n'est pas respecté dans la commune de Ourossogui. Voici des questions qui perturbent aujourd'hui la population et en plus la jeunesse de Ourossogui. Encadrée par les éléments de la gendarmerie nationale, cette marche partie de la place publique de la ville a pris fin devant l'hôtel de ville. Joint au téléphone, le maire de Ourossogui, absent de la ville, parle de farce orchestrée par des jeunes instigateurs à mal de popularité. Maître Moussa Bokartiam dit refuser de polémiquer avec ces derniers. Ali Bandelnion à Ziguinchor, après les mesures restrictives du gouverneur de la région sur l'importation de l'oignon, la denrée est devenue introuvable sur le marché ziguinchorois. Le kilogramme d'oignon avoisine les 1000 francs. Boubacar Yassi. L'oignon est presque introuvable à Ziguinchor. Au marché central, les ménagères se plaignent. Mais tu n'as
C'est très difficile. Je suis venu dans l'intention de préparer du yassa, mais l'oignon est introuvable. Je vais finalement préparer du mafé. Si vous octroyez un financement insuffisant à un agriculteur, sa production sera insuffisante et c'est la raison pour laquelle on en est arrivé à cette situation. Le kilo d'oignon à 1000 francs, c'est une première au Sénégal. Car le prix du kilogramme d'oignon est passé de 250 à 1000 francs. Les commerçants apprécient. Il ne fait plus bon vivre au Sénégal. Les grosses familles achètent jusqu'à 4 kilos par jour. C'est difficile. On ne doit pas suivre les agriculteurs à la retraite. C'est pas normal. Les populations en font partie aussi. Espérons que le marché soit approvisionné dans les 48 heures. Mais actuellement, c'est difficile. Cette commerçante n'est pas du même avis. C'est vrai que l'oignon est introuvable, mais on ne s'en plaint pas trop. Le souhait de nos agriculteurs est d'écouler leurs produits en l'absence de toute concurrence. Car si leurs produits pourrissent, c'est au détriment du pays. En tous les cas, un appel leur tient à cœur. Il faudrait qu'on nous soutienne et que l'on nous facilite le travail, qu'ils diminuent le prix de l'oignon et que tout aille pour le mieux. Que le président Macky Sall diminue le kilo d'oignon afin que les populations s'y retrouvent. Car à 1000 francs le kilogramme, c'est trop cher. Jusqu'à 250 francs le kilogramme, ce serait excellent. À moins d'1 mois de la Tabaski, la psychose s'est déjà installée à Ziguinchor. Boubacar Diassi, merci. 54,6%, c'est le taux d'alphabétisation au Sénégal, un taux jugé élevé. Le ministre en charge compte travailler en synergie avec les collectivités locales et les autres directions pour éradiquer ce phénomène, ceci à travers un programme établi sur 3 ans. Le budget est estimé à 105 milliards de francs CFA. C'est la nouveauté à l'occasion de la 40e édition de la semaine de l'alphabétisation prévue du 8 au 14 septembre. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye. Une semaine consacrée à l'alphabétisation. Les activités prévues du 8 au 14 septembre. Cette année, bien des nouveautés pour corriger le taux d'analphabétisme élevé, estimé à 54,6%. La commune de Keur Massar choisie pour abriter l'ouverture. La particularité, c'est que la semaine coïncide avec le conseil présidentiel sur les recommandations des assises de l'éducation et de la formation. Et au cours de ces assises, le président de la République, parmi les 11 décisions qui concernent tout le système éducatif, a retenu la 6e décision pour le développement de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. C'est déterminant pour nous, d'autant plus que nous sommes un secteur qui a besoin vraiment d'être appuyé par une volonté politique. À travers un programme, le ministère en charge de l'alphabétisation compte accompagner 1 800 000 apprenants chaque année, mais le budget fait défaut. Avec 54% d'analphabètes, on n'est pas sûr d'atteindre ces objectifs. Donc nécessairement, les autres secteurs de développement ont besoin de travailler avec le secteur de l'alphabétisation. Et le secteur de l'alphabétisation a besoin de travailler avec ces autres secteurs pour que les produits de l'alphabétisation soient des produits qui puissent porter le développement dans les autres secteurs. Et dans ce sens, on a mis en place une cellule interministérielle qui regroupe plusieurs ministères, agriculture, pêche, environnement, élevage, santé et autres, en plus des organisations de la société civile, pour qu'ensemble, on puisse élaborer des programmes intersectoriels. On s'est retrouvé avec un budget de 105 milliards, soit 35 milliards par an, pour pouvoir résorber de moitié le stock d'analphabètes. Alors qu'aujourd'hui, le budget de l'alphabétisation que nous recevons effectivement, même si on nous dit que d'autres secteurs développent de l'alphabétisation, ce budget avoisine 1%, donc environ 700 000 francs que nous recevons, 700 millions que nous recevons, et même certainement les autres départements ne reçoivent pas ce même montant, les deux départements cumulés. Donc le tout, si on le cumule, ne peut pas atteindre 1,5 milliard, alors que nous avons besoin de 35 milliards par an. Un panel des journées de sensibilisation et de réflexion prévu à l'occasion de la 40e édition de la Semaine nationale de l'alphabétisation. Un centre de recherche et de documentation sera également inauguré.
Je vous le disais en titre également, le député Moustapha Cissé Lo, membre fondateur de l'APR, déplore le manque d'organisation noté au sein du parti au pouvoir. Dans la presse, le député demande au président Macky Sall de prendre en charge le parti comme il se doit. Mais selon Pape Mayel Thiam, administrateur de l'APR, le fait qu'il existe des remous au sein du parti démontre également de la vitalité de l'APR. Pour le journaliste Hassan Samb, il s'agit plutôt d'un problème de gestion. C'est un reportage de Ibou Diouf. Dans un parti politique, la sortie d'un leader est diversement appréciée, surtout quand il s'agit de propos fustigeant l'organisation du parti. Quand Moustapha Cissé Lo de l'Alliance pour la République attire l'attention de ses frères sur la vie du parti, ça donne ceci. Je le respecte et je sais que c'est quelqu'un qui est très engagé pour le bon positionnement du parti. Bon, cependant, je ne suis pas du genre à débattre des questions qui doivent faire l'objet d'échanges internes au sein du parti. Dans tous les cas, sur la forme, on peut douter effectivement des déclarations de Moustapha Cissé Lo, de l'opportunité de ces déclarations-là, quelque part. Mais il n'a fait que répéter ce que, quelque part, tout le monde disait, à savoir que l'APR gagnerait à essayer d'être mieux restructurée. Selon Moustapha Cissé Lo, qui dans la presse parle de réorganisation du parti. Vous savez, l'APR, c'est un parti dans lequel la démocratie est vivante. Au Sénégal, il y a des réalités. Les gens se focalisent plutôt sur les leaders politiques. Il y a l'individu qui compte. Il y a une personnalisation du parti politique au Sénégal. Le député Moustapha Cissé Lo parle d'un parti performant, avec à la base des mouvements de femmes et de jeunes. La spécificité, c'est que c'est un parti qui n'a même pas véritablement engrangé sa phase de croissance et qui a pris le pouvoir. Donc à sa phase de lancement, il est tout à fait normal qu'il y ait des balbutiements. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas la jeunesse du parti qui crée les remous. Ce qui se passe, c'est que quelque part aussi, il y a un problème, pas forcément de jeunesse du parti, mais il y a un problème de gestion de la chose publique, il y a un problème de gestion des choses du pouvoir, il y a l'appétit du pouvoir. Parce que dès lors que le parti accède au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde voudrait être casé. L'APR veut être le socle de sa réélection. Un parti qui grandit a forcément besoin de tous ses membres. Une bonne cohésion pour faire face à l'opposition. Ibou Diouf, merci. Le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, en tournée à Kolda, a présidé le lancement d'un projet agro-pastoral. C'est pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans la région. Abdoulaye Diallo. Contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Agronomes et vétérinaires sans frontières AVSF a lancé le projet Kebal, ce qui a fait l'objet d'une cérémonie présidée par Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Mesdames, Messieurs, il est vrai que de nos jours, le Sénégal fait encore face à une situation alimentaire relativement difficile, marquée par un écart entre la production alimentaire nationale et les besoins croissants de la population. Cette situation préoccupante justifie amplement, entre autres, le ciblage et la mise en œuvre du projet Kebal, qui va contribuer sans doute à une meilleure sécurisation alimentaire et nutritionnelle des populations. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction que la première composante du projet, centrée sur la sécurité alimentaire et la nutrition, financée par l'Union européenne, réservait une grande place aux activités d'élevage. À travers le projet Kebal, AVSF compte favoriser l'augmentation des productions vivrières, animales et laitières des bénéficiaires. Donc aujourd'hui, nous nous inscrivons dans cette dynamique de développement des filières, des questions de sécurisation de l'élevage pastoral, mais aussi avec un ancrage fort d'appui aux organisations de producteurs. Et nous allons mettre en place d'autres unités de transformation de produits locaux, notamment également une grande unité laitière. Le souci que les producteurs ont du mal à commercialiser, donc le projet va accompagner la mise en place de circuits pour de commercialisation, en lien directement des producteurs avec les consommateurs.
Le dit projet est mis en œuvre dans 8 communes des départements de Kolda et de Vélingara et que la plupart des bénéficiaires vivent en zone rurale. Zoom sur les violences faites aux femmes dans plusieurs villages de la commune de Thiénaba. L'association rurale de lutte contre le sida basée à Kairé mène une campagne pour l'éradication du phénomène. Les femmes juristes ont effectué le déplacement sur Thiénaba pour venir en aide à ces femmes dans plusieurs localités. Cheikh Anta Diop Seylatir. Les violences faites aux femmes et la non-inscription des enfants à l'état civil restent le goulot d'étranglement du vécu quotidien des femmes dans plusieurs villages de la commune de Thiénaba. On voit des filles qui sont en âge de scolarisation et qui n'ont pas de pièces d'état civil. Et ce manque de pièces d'état civil les poursuit jusqu'à la classe terminale où elles font un examen. Et souvent, il y a des filles qui sont confrontées à une réticence, elles ne passent pas leur examen à cause de ce manque de pièces d'état civil. D'autres parents aussi, par méconnaissance aussi, ne savent pas qu'il fallait d'abord s'activer sur l'état civil de l'enfant plus que sur son baptême. Informées de la situation, les femmes juristes ont jugé nécessaire de venir en appoint à leurs sœurs de l'association rurale de lutte contre le sida de Kairé dans la commune de Thiénaba. Elles ont descendu sur le terrain de concert avec les groupements de femmes intervenant dans le domaine pour une campagne de sensibilisation. L'association des juristes va dispenser des formations en état civil, en VBG, sur le maintien des filles à l'école. Surtout ce qui a trait à la promotion des femmes. Nous allons essayer d'organiser avec cette association des séances de formation. Et l'AGS va apporter son expertise en ces domaines. Une convention de partenariat est signée entre les deux associations avec comme objectif l'éradication des violences faites aux femmes. Cheikh Anta Diop, merci. Le groupe Futur Média, comme à l'accoutumée, a envoyé 9 personnes à la Mecque pour les besoins du pèlerinage. Les pèlerins ont embarqué hier soir vers les coups de 22h30. Toutefois, les futurs Oudjadj ont promis ils vont formuler des prières pour l'avancement du groupe. Le groupe qui a débloqué 25 millions de francs CFA pour ces pèlerins pafarening. Les 9 pèlerins du groupe Futur Média ont embarqué ce mercredi pour le pèlerinage à la Mecque. Une politique sociale pour permettre aux musulmans du groupe d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Et comme à l'accoutumée, au groupe Futur Média, on a l'habitude dans le cadre de sa politique sociale, chaque année, vraiment d'envoyer, n'est-ce pas, des pèlerins, une partie de notre personnel musulman à la Mecque, pour leur permettre quand même de faire leur hajj dans les meilleures conditions possibles. Ziyaara baytillah al-haram mbir la mu am solo ci jullit ndax bokk na ci ponk yi gën a am solo ci diine islam. Je suis très satisfait, c'est un rêve de 53 ans qui se réalise. Quand j'ai vu pour la première fois un vieux revenir de la Mecque, j'avais 7 ans et depuis lors je souhaitais d'y aller. Dieu a fait que le groupe m'amène cette année, vraiment. Je suis très fier, très content d'appartenir au groupe et merci au groupe. Des moyens conséquents ont été déployés pour acheminer ces pèlerins au lieu saint de l'islam. Cette année, nous avons envoyé 9 agents pour qu'ils fassent le président de la Mecque. Beaucoup de prières seront formulées à l'endroit du groupe. Ça, c'est évident, je veux prier pour moi-même, pour ma famille, pour mes proches, mais pour le groupe également, pour la réussite du groupe. Il ne reste plus qu'à prier pour un pèlerinage accompli, qu'Allah exauce les prières. Voilà, vous l'avez compris, c'est la page des sports. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les Lions sont en pleine préparation pour le match les opposants à la Namibie. Ce sera ce samedi, Manfatou Ndoye, que nous avons en direct depuis Windhoek. Manfatou, bonsoir. Oui, bonsoir Fatou Kiné.
Voilà, Mamfatou, comment se porte la tanière à 48 heures de la rencontre? La tanière se porte bien, la tanière se concentre sur l'objectif de samedi. La tanière travaille. Aujourd'hui, les Lions se sont entraînés à Nujoma Stadium. Ce sera en fait le stade qui va abriter la rencontre contre la Namibie. Alors, ils se sont entraînés à une heure assez chaude, c'est l'heure du match, 14h30. Du coup, ils ont pu se rendre compte de ce qui les attend. Parce que sur le plan climatique, à Windhoek, il fait très chaud le jour et froid le soir. Du coup, ils ont sué pendant quelques minutes avant de retrouver un peu leur esprit. Ils ont travaillé sérieusement avec 3 oppositions de 12 minutes où je pense le coach a essayé de travailler, d'essayer différentes combinaisons. Et du coup, les Lions se sont concentrés sur leur sujet et on a vu un travail non seulement athlétique, physique, mais également tactique mis en place par le staff de l'équipe nationale. Comme vous le savez, dans ces cas-là, Aliou Cissé se met relativement en retrait. Et c'est Régis Bogart, l'adjoint, et Omar Daf, bien sûr, qui travaillent ensemble sur les schémas d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, Mamfatou, autre chose. Et les nouvelles du côté de l'infirmerie? Du côté de l'infirmerie, signaler que Mame Biram Diouf ne s'entraîne toujours pas avec le groupe, tout simplement parce qu'il est blessé, il ne se remet pas encore. C'est vrai que le staff médical nous dit qu'ils essaient de le récupérer pour samedi, mais en côté off également, on se rend compte que ça va être très difficile pour Mame Biram de s'entraîner, puisque le coach nous disait hier qu'il devait trottiner aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commencer à courir, ce n'est pas encore le cas. Par contre, du côté du reste du groupe, pas grand-chose à signaler. Hier, Sadio Mané avait été mis au repos médical. Il a repris aujourd'hui l'entraînement, il a joué avec ses coéquipiers. Également, il y avait 2 retardataires qui n'avaient pas encore fait de séance avec les Lions. Il s'agit donc de Pape Sané, sociétaire de Bourg-en-Bresse en Ligue 2 française, et Gawandou Diagne, de même que Shermain qui est arrivé hier mais qui ne s'était pas entraîné. Donc aujourd'hui, le groupe en fait est au complet, en dehors du blessé Mame Biram Diouf, et on sait que Salif Sané est forfait. Donc les 21 joueurs se sont entraînés. A priori, seul Mame Biram Diouf est vraiment incertain pour le match de samedi. Sinon, tout le reste du groupe est opérationnel. Voilà, Mamfatou Ndoye, merci à vous. Depuis Windhoek, restons toujours avec ces Lions pour parler cette fois-ci des joueurs de l'équipe nationale toujours, qui sont aptes physiquement, restent à les préparer mentalement. C'est ce qu'a dit Oumar Daf, entraîneur adjoint de l'équipe nationale, qui parle de son statut, mais aussi de son absence le jour du match entre le Sénégal et le Burundi. Il est au micro de Mamfatou Ndoye. Comme Aliou l'a dit tout de suite, c'est qu'avant que j'arrive, il avait annoncé dans la presse comme quoi j'allais venir en tant qu'adjoint pour l'épauler. Donc voilà, là je suis là en tant qu'adjoint d'Aliou Cissé. Donc pour le match contre le Burundi, j'étais présent. Mais avant d'arriver, ils étaient au courant que je devais retourner à Paris pour passer mon examen afin d'obtenir mes diplômes. C'est pour la simple raison que je suis reparti. Très bien. C'est beaucoup sur l'aspect mental parce que les joueurs ont repris le championnat, donc je pense que physiquement ils sont prêts. Voilà, ils ont déjà fait quand même quelques matchs de championnat. Donc sur ce genre de match en Afrique, le plus important c'est que ce sera l'aspect mental. Donc voilà, il y aura un environnement hostile, on ne sera pas les bienvenus, mais ça on connaît, on a l'expérience par rapport à ça. Donc le tout c'est de préparer nos joueurs qui soient costauds mentalement et prêts à lutter jusqu'à la dernière seconde. Voilà, merci. C'était tout pour le JT de 20h. Avant de nous quitter, cette petite information concernant le concert de Youssou Ndour qui était prévu ce soir à Kaolack. Ce concert est reporté au dimanche pour des raisons de forte pluie. Merci à vous. Merci également à l'équipe qui a préparé cette édition.